Bonjour et bienvenue au livre audio dans la part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt, lu par moi, Hugo le Magnifique. Comme toujours, n'oubliez pas de supporter les auteurs originaux en achetant les livres ou les lois en bibliothèque si vous n'avez pas l'argent. Ça aussi, c'est bien correct. Page 208. Hitler était furieux. On lui avait infligé une permission. Il avait protesté, mais Hugo Gottman s'était montré inébranlable. Le règlement est le règlement, c'est fait Hitler. Vous avez le droit de prendre une permission. Je veux rester au front. Vous avez le droit de prendre une permission. Le devoir, à qui serais-je-t-il à l'arrière? Vous vous referez des forces. Je vais très bien. Je vous trouve un peu maigre. Vous vous referez donc des forces et vous retrouverez les vôtres. Là, Hugo Gottman, se rappelant qu'Hitler ne recevait jamais de courrier, sentit qu'il avait gaffé. Elle se ressaisit, affirmant d'un ton préemptoire. Vous remonterez le moral du peuple allemand. Hitler lui prêta subitement attention. Ravi, Gottman comprit qu'il avait trouvé le bon argument et se lança dans une improvisation maladroite. À l'arrière, le peuple fournit au sein d'un effort de guerre. Il fabrique de la nourriture, des munitions, des armes. Il forme de nouveaux soldats. Il a besoin qu'un vétéran comme vous vienne témoigner que tout cela est utile, vienne raconter l'héroïsme de nos troupes, vienne rapporter de vive voix nos décisives victoires. Son allant rhétorique, il avait risqué cette dernière affirmation, aussi ridicule que fausse, sachant que si un seul soldat pouvait encore croire que l'Allemagne gagnait la guerre, c'était l'estafette Hitler. Les yeux écarquillés, les traits tendus, la bouche ouverte, Hitler approuva goulûment. Il acceptait cette nouvelle mission. « Bien, mon adjudant, je partirai en permission. »« C'est bon, vous pouvez disposer. Vous prendrez le train de demain. » Gottman fit s'éloigner l'estafette Hitler avec soulagement. Il était relu d'avoir donné son dernier ordre avant plusieurs semaines. Désolé. De toute façon, Gottman était las de donner des ordres. Donner des ordres, c'était sa manière à lui d'obéir. Et il était las d'obéir. Adolphe. Cher Bernstein et cher Newman. Ou cher Newman et cher Bernstein. Je ne sais pas par lesquels de vous deux commencer. Moi qui dois finir. On m'a demandé d'écrire à ma mère, ce qui signifie que je dois avoir plus de 40 de fièvre et très peu d'heures à vivre. Pas de chance, n'est-ce pas? Mourir à 26 ans. Et n'avoir même plus de famille à qui confier mes dernières pensées. Mais cette infortune devient si banale aujourd'hui. Je crois même n'avoir pas le droit de me plaindre. Après tout, je meurs dans un lit propre et blanc, avec au-dessus de moi le beau visage de la sœur Lucie. Je ne pourrai pas, dans la boue, entre deux tranchées. Les vivants ne verront pas les gaz gonfler mon ventre, ne supporteront pas l'odeur de ma décomposition, ne seront pas obligés, plusieurs semaines après ma mort, à la faveur d'une récupération de terrain, de me couvrir de chaux vives pour que je pue un peu moins. Je suis gâté, j'ai une mort propre, une mort à l'hôpital. Mes amis, j'écris ce petit mot pour vous dire que je vous aime, que je pars avec la fierté de vous avoir connu, l'orgueil d'avoir été choisi et apprécié par vous, et que notre amitié fut sans doute la plus belle œuvre de ma vie. C'est étrange l'amitié. Alors qu'en amour, on parle d'amour, entre vrais amis, on ne parle pas d'amitié. L'amitié, on l'a fait sans la nommer ni la commenter. C'est fort et silencieux. C'est pudique, c'est viril. C'est le romantisme des hommes. Elle doit être beaucoup plus profonde et solide que l'amour pour qu'on ne la disperse pas sottement en mots, en déclarations, en poèmes, en lettres. Elle doit être beaucoup plus satisfaisante que le sexe puisqu'elle ne se confond pas avec le plaisir, les démagiaisons de peau. Mourant, c'est à ce grand mystère silencieux que je songe et que je lui rends hommage. Mes amis, je vous ai vu mal rasés, crottés, de mauvaise humeur, en train de vous gratter, de péter, de roter, de chier des diarrhées infinies, et pourtant je n'ai jamais cessé de vous aimer. J'en aurais sans doute voulu à une femme de m'imposer toutes ces misères. Je l'aurais quitté, insulté, répudié. Vous, pas, au contraire. Chaque fois que je vous voyais plus vulnérable, je vous aimais davantage. C'est injuste, n'est-ce pas? L'homme et la femme ne s'aimeront jamais aussi authentiquement que deux amis parce que leur relation est pourrie par la séduction. Ils jouent un rôle. Pire, ils cherchent en chacun le beau rôle. Théâtre, comédie, mensonge. Il n'y a pas de sécurité en amour, car chacun pense qu'il doit dissimuler, qu'il ne peut être aimé tel qu'il est. Apparence, fausse façade. Un grand amour, c'est un mensonge réussi et constamment renouvelé. Une amitié, c'est une vérité qui s'impose. L'amitié est nue.
l'amour fardé. Mes amis, je vous aime donc que vous êtes. Newman trop beau, trop brun, trop intelligent, trop doué, trop secoué par le doute. Je t'aime. Bernstein, je t'aime quand tu boudes, quand tu peins, quand tu râles, quand tu fais des saletés avec tes autres hommes. Oui, tous les deux. Je vous aime dans tous vos états. Ne souhaitez pas que je survive à cette nuit. Car si je vous revois, je vous dirai tout cela de vive voix, les yeux dans les yeux, et vous serez terriblement gênés. S'il y a un paradis, une vie après la vie, je vous y attends. Je veux vous voir y arriver très très vieux, très très riche, couvert d'honneur, avec votre toile exposée dans les musées du monde entier. Prenez votre temps, je serai patient. S'il n'y a rien que du néant, j'échapperai en passant à la force des sentiments qui nous ont unis, et tant pour le néant, je vous attendrai quand même. Pour toujours votre ami, Adolphe H. Hitler. Hitler détestait cette permission forcée. De retour à Munich, il avait ressenti un rude choc. Les gens n'éprouvaient pas cette exaltation qui était la sienne au front. Ils étaient moroses, déprimés, prêtaient une large oreille aux mauvaises nouvelles, suspectant les victoires annoncées de se réduire à de la propagande gouvernementale. Le quotidien devenait difficile à cause des privations. Ils souhaitaient tous que la guerre finisse vite. Non, il ne faut pas que la guerre s'achève. Il faut que l'Allemagne soit victorieuse. D'ailleurs, elle est en train de gagner. Les visages l'écoutaient avec scepticisme. Hitler avait l'impression, lorsqu'il clamait sa foi, qu'on le considérait comme un grand malade dont il fallait supporter les sautes d'humeur. Après tout, il retournait au casse-pipe. Il avait bien le droit de croire que c'était pour gagner. Dans quelques brasseries, il était arrivé à faire sortir quelques mini-coas de leurs réserves méfiantes. Et cependant, cela avait été pour les entendre accapler les Prussiens, comme le voulait la tradition en Bavière, ou se plaindre de l'invasion des Juifs dans l'administration et les bureaux. Hitler, qui admirait son adjudant Gottman, qui avait vu plusieurs Juifs mourir bravement au front, et tout autant de Prussiens, ne supportait pas de ces généralisations hâtives, il préférait quitter les discussions. Il s'était renfermé dans le silence et comptait impatiemment les jours qu'il le séparait des tranchées. Il en avait quand même profité pour faire visiter Munich à son chien Foxlick, qui avait beaucoup aimé. Là, on est à Adolphe. Et ça change beaucoup ici. Restez, sinon je hurle! Sort Lucie, comme si elle n'avait rien entendu, borda une troisième fois le lit, tapotait l'épaule d'Adolphe H. Je reviens dans une demi-heure. Restez, sinon je hurle! Allons, ne soyez pas enfants. Hitler n'avait pas besoin de se forcer pour crier. Au contraire, il lui suffisait de le laisser aller. Il avait mal, il avait peur, il se tordait dans son corps étroit, dans ce lit étroit, dans cette chambre étroite, au fond de ce couloir étroit. Il savait bien qu'il allait mourir. Adolphe, arrêtez. Restez! Non, je dois. Sœur Lucie devenait écarlate. Elle tira la chaise et s'assit presque boudeuse auprès du malade. Adolphe tenta de se contrôler, parvint à se taire et lui sourit. Merci. Devrais avoir honte. C'est du chantage. Oui, je vais mourir, mais avant il faut que j'aie honte. Adolphe, je n'ai pas dit cela. Que je dois avoir honte? Que je vais mourir? Allons, il faut prier. Adolphe fixa sœur Lucie, les yeux pleins de larmes. Mais prier qui? Prier quoi? Sœur Lucie eut alors un de ces sourires qui réchauffaient les malades. Je vais vous apprendre. Combien d'heures me reste-t-il à vivre? Je disais que j'allais vous apprendre à prier. Combien ai-je de temps pour apprendre? Est-ce que ça suffira? Vous avez le temps. Je veux savoir la vérité. Si vous me la dites, j'apprendrai à prier. Encore du chantage? Que disent les médecins? Ils peuvent se tromper? Que disent-ils lorsqu'ils se trompent? Que vous ne passerez sûrement pas la nuit. Elle avait dit cela avec son assurance limpide. Je sais pas ce mot-là, gros. Adolphe se sentit presque rassuré. Il avait clairement identifié le calzait l'ennemi, cette nuit. Sœur Lucie, voulez-vous bien passer cette nuit avec moi? Vous n'êtes pas le seul. Voulez-vous? Je ne suis pas censé. Voulez-vous? Dans un sens, ce qui vous arrive est important et... Voulez-vous? Ou peut-être que pourrais-je vous apprendre à prier? Voulez-vous? Oui. Elle avait rougi comme une jeune mariée. Saisant ses deux mains sur les draps, elle les serra avec force. Je suis heureuse d'être auprès de vous. C'est cela la prière? Oui. Il faut se concentrer sur le bonheur. Écarter l'obscurité et trouver la lumière. Qu'est-ce qui vous paraît un bonheur dans cet instant? Vous? Vous voyez? Et puis? Vous, vos mains, votre sourire. Vous voyez, il y a toujours de la lumière.
Concentrez-vous sur moi, puisque ce soir, je suis votre lumière. Sœur Lucie, je ne crois pas en Dieu. Ce n'est pas grave, il a tout prévu. Elle se pencha tout près de lui. Vous sentez la force que je vous donne? Oui? C'est de l'amour. Adolphe se tut et s'emplit de l'énergie qui l'émanait de la sœur Lucie. Il avait l'impression d'être une fleur chauffée par une lampe. Il se sentait dangereusement faible et pourtant il se disait que peut-être, sous ce feu, il pourrait, s'il avait le temps, se reconstituer un peu. Mais aurait-il le temps? Ne réfléchissez pas, ne réfléchissez pas. Prenez toute cette force sans réfléchir. Allez, prenez, prenez! Elle avait dit cela d'un ton lourd, violent, comme une femme qui fait l'amour. Adolphe commença à se laisser pénétrer par cette force. Allez, prenez, allez! Ce n'était plus Sœur Lucie, la légère Sœur Lucie, qui voltait d'un lit à l'autre avec grâce. C'était une femme tout entière occupée à sa tâche, au travail qui épuisait ses chars. Elle voulait mettre un homme au monde. Il faut prier maintenant. Demandez à Dieu de vous donner la force. Pourquoi trois? On est tout bien tous les deux. Pas de persiflage. Demandez à Dieu de vous donner la force de passer cette nuit. Moi, de toute façon, je le fais. Adolphe commença à avoir une perception indistincte de la chambre, de Sœur Lucie, de lui. Était cet afflux de force qui le troublait? Ou était-il en train de mourir ainsi que l'avaient prévu les médecins? Sa conscience avait des interruptions. Il trébuchait. Elle glissait de ce monde-ci dans d'autres plus anciens, plus familiers. Ensuite, elle se rassaisit, se rétablissait, puis rechutait. Adolphe se rendait compte qu'elle ne vivait déjà plus qu'en Poitiers. Profitant d'un moment de conscience pour s'accrocher une bouée et se mit à prier. « Mon Dieu, donnez-moi la force. Je ne suis pas certain de croire en vous, surtout ce soir où ça m'arrangerait bien. Peut-être justement parce que ça m'arrangerait bien. Bref, mon Dieu, ça tomberait bien. Si vous existez, et que vous vous penchez sur moi et que vous m'aidez à me relever. Je n'ai pas vraiment envie de mourir. Je ne sais pas ce qu'est la mort. C'est peut-être très bien une bonne surprise que vous m'avez réservée. Non, je ne critique pas, mais le problème est que je ne sais pas très bien ce qu'est la vie. Je n'ai pas eu le temps. Voilà, c'est juste ça. Un petit peu de cette vie que vous m'avez déjà donnée, j'en ferai bon usage. Oh bien, c'est sûr, c'est la genre de promesse qu'on fait dans ces cas-là. J'ai autant d'intérêt à la faire maintenant que vous serez impatient de l'oublier demain. J'imagine que vous avez l'habitude depuis le temps qu'on se rapproche de vous dans le détresse et qu'on s'éloigne de vous dans la santé. Ce sont les hommes, ça. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'empêche de croire en vous. Je n'arrive pas à croire que vous vous intéressez encore aux hommes. L'humanité, c'est trop minable, ce n'est pas digne de vous. Pourquoi vous vous occuperez des crétins lâches, ingrats, sales et qui se tapent dessus? Dieu est amour. Adolphe sursauta. La sœur Lucie avait répondu. Parlait-il tout fort ou lisait-elle bien dans ses pensées? Dieu est amour. L'avait-il dit ou avait-il rêvé qu'elle le disait? Ou bien était-ce Dieu? Mon pauvre Adolphe, tu es en plein délire. Tu ne sais plus ce qui est de toi ou des autres. Ballotté par les vagues de la fièvre, Adolphe s'agrippa à ce discours qu'il appelait sa prière et dont il ne savait pas s'il était une voix, deux ou même trois. Un homme agonisant retrouve l'état d'un nouveau-né, l'indistinction fondamentale, l'incapacité à démêler de ce qui est soi et de ce qui est autre, l'impossibilité de savoir si le sien est à soi ou la mer, si la bouche qui embrasse tout l'univers aveugle le parti au non, si le pli douloureux du drap est sculpté dans la colonne vertébrale ou l'extérieur à elle, si les mots, les sentiments et les idées qui se représentent sont en soi, au-dessus de soi, à part soi. Adolphe rejoignait cet océan infini et tumultueux où la conscience surge de la matière, s'y noie, s'y reflète, s'y engouffre, s'y épuise, s'y attend, fait la planche, voit le fort, ne voit plus, disparaît dans les ténèbres d'une lame de fond, un ressort sans comprendre. « Adolphe! Adolphe! » Quelqu'un l'appelait. « Adolphe! » Il lui fallait nager beaucoup encore pour rejoindre la voix qui lui parlait. Il finit par ouvrir les yeux et découvrit Sœur Lucie dans la gloire du matin. « Adolphe! Vous avez passé la nuit? Vous êtes sauvé? » Et Sœur Lucie, triomphalement, poussa le lit hors du mouroir, fit ouvrir les battements de la salle commune et, au milieu d'une aide d'honneur constituée de écolopés, de gazés et d'amputés, faisant glisser la couche sur ses roulettes, elle réintégra Adolphe au milieu des blessés.
comme on redonne son sceptre et son trône à un roi au retour de l'exil. Adolphe. Non, Hitler. Bombes, balles, obus, nuit déchirée d'éclats. Hitler courait, il transmettait les ordres, donnait des coups de feu, il était heureux d'avoir retrouvé le front. Le combat était sa maison, l'armée sa vraie famille. Bombes, balles, obus, nuit déchirée d'éclats. Hitler aimait la guerre parce qu'elle l'avait soulagé de tous ses problèmes. Elle lui donnait à manger, à boire, à fumer, à dormir, à penser, à croire, à aimer, à détester. Elle avait pénétré tout son être, corps et âme. Elle l'avait déchargé de lui-même, de ses insuffisances, de ses doutes. Elle lui avait procuré une raison de vivre, même une raison de mourir. Hitler adorait donc la guerre. Elle était devenue sa religion. Bombes, balles, obus, nuit déchirée d'éclats. Il était inépuisable parce que sa haine de l'ennemi était inépuisable. Il était courageux parce qu'il pensait que ce serait son voisin et non lui qui mourrait. Bombes, balles, obus, nuit déchirée d'éclats. Hitler aimait la guerre parce qu'elle l'avait revolée à lui-même. Il était heureux depuis ce retour à la permission, parce qu'il avait maintenant la foi. Oui, la première nuit dans les tranchées, il avait eu une révélation, une vraie. La première de sa courte histoire, il avait découvert que la guerre est l'essence même de l'existence. Adolphe. Dieu? Oui, bien sûr, mais faut-il appeler ça comme cela? Adolphe H. contemplait pensivement le soleil amorcer sa descente derrière l'horizon. Il aimait le moment où la nature devient un artiste inspiré, risquant ses colorations aberrantes, osant des ciels vert pomme, orange braise, risquant toutes les teintes de son nuancier en l'espace d'une demi-heure. C'est toujours ça le problème de Dieu. Faut-il l'appeler Dieu? Sœur Lucie avait répondu avec énergie à Adolphe, mais elle savait très bien qu'elle ne l'écoutait que par politesse et qu'elle ne réfléchissait qu'avec paresse, trop occupée comme chaque soir lors de leur ultime promenade, observer les enluminures de Firama. Pouvait-elle lui en vouloir? Il revenait de si loin. L'amour qu'elle portait à sa blessée, dans le secret de son cœur, elle disait son blessé, comportait toutes les indulgences. Ça y est. Maintenant, il passe la terre à l'encre de Chine, dit Adolphe. Effectivement, arbres, clôtures et maisons se contractaient en des danses d'ombres chinoises. Un bleu fort et dru leur faisait un fond opalescent. Comment définir ce bleu? Un bleu nattier? Un bleu de roi de France? Curieux de penser cela, non? Le ciel n'est pas français, mais ce bleu-là l'était. Un bleu français du 17e ou du 18e siècle. Non, ma sœur, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Oui, j'ai prié Dieu, comme vous m'en l'avez demandé, mais n'était-ce pas un moyen de mobiliser toutes mes forces pour lutter? N'était-ce pas simplement une révolte de toutes mes forces d'homme? Une guerre contre la mort menée par ma conscience et ma carcasse? C'était aussi cela? Et vous voulez appeler ça Dieu? Ça n'était peut-être qu'humain, rien qu'humain. Et ma prière à moi? Même temps qu'à la vôtre? Au-dessus de la vôtre? Peut-être y a-t-il une énergie vitale qui passe d'un corps à l'autre. Vous m'avez donné votre énergie vitale. En somme, vous cherchez à expliquer cette nuit par notre seule action à vous et à moi? Oui, ma sœur, je nous vois comme un couple. Pas de badinage. Je constate que vous êtes un ingrat qui multiplie les peut-être, les hypothèses et les explications conditionnelles pour éviter de faire face à Dieu, de manifester sa gratitude. La sœur Lucie avait dit cela sans colère ni amertume. Elle était si persuadée que durant cette nuit de fièvre, elle s'était produit un miracle et qu'elle n'avait aucune impatience qu'elle l'a reconnue. Elle savait que la vérité s'imposerait, mais il fallait du temps à la vérité pour faire son chemin dans un esprit aussi dur que celui d'Adolphe H. Cependant, Adolphe, si tout était fort humain pendant cette nuit, comment expliquez-vous que cela ait réussi? À ce compte-là, le même désir de vivre et la même énergie devraient l'emporter toutes les nuits dans toutes les nuits de l'hôpital, dans toutes les lits de l'hôpital. Sœur Lucie, vous appelez divin tout ce qui réussit et humain tout ce qui rate. Elle rit. Au fond, elle aimait avec cette résistance d'Adolphe. Cela faisait la force inépuisable de leur conversation. Aurait-il eu autant de choses à se dire s'ils avaient été d'accord? Vous ne voulez pas croire en Dieu parce que vous êtes trop orgueilleux pour éprouver de la reconnaissance. Orgueilleux, moi?
Au contraire, je ne pense pas que je sois pas si important pour que Dieu se déplace. Tout homme est également important aux yeux de Dieu. Il prend soin de chacun. Ah oui? Alors, il devrait se prendre un peu plus souvent au front. Les soldats agonisent pendant des jours, parfois avant la mort ou un ambulancier le ramasse. Votre Dieu, Sœur Lucie. J'ai du mal à y croire pendant cette guerre. Je ne l'imaginais pas aussi amateur de carnage. Ce sont les hommes qui se font la guerre entre eux, rien qu'eux. N'allez pas mêler Dieu à ça, s'il vous plaît. Elle avait raison. Adolphe le savait et y pensait sans cesse. Les animaux se mangent, mais ils ne font pas la guerre. Depuis le début du conflit, il comptabilisait ce qui différenciait les hommes des bêtes. Pour l'instant, il avait trouvé le tabac, l'alcool et la guerre. 3 manières de se tuer le plus vite. Au fond, l'homme se distinguait de l'animal par une impatience de la mort. Un jour, Sœur Lucie lui avait rappelé l'autre caractéristique humaine, le rire. Adolphe, pour une fois, s'était gardé avec elle. Seuls les hommes éprouvaient cet irrésistible besoin de se moquer les uns des autres. « Vous marchez mieux? »« Oui. Bientôt je me porterai si bien qu'on pourrait me revoyer au combat. Grâce à vous, Sœur Lucie, je vais pouvoir resservir et faire un mort très présentable. » Sœur Lucie se mordit le doigt. « Ne dites pas ça, j'aimerais tellement vous garder. » Elle la regarda avec tendresse. « Poussez-moi dans les escaliers, jetez-moi du haut de la tour. » Elle sourit, comme rassurée par l'absurdité de ce qu'il proposait. « Ne me tentez pas. » Elle rit, elle aussi. Il s'appuya plus fort contre son bras. « Vous savez que lorsque je partirai, je serais triste d'aller au front, certes, mais d'abord triste de vous quitter. C'est le destin des infirmières et des convalescents. Vivre des grandes heures ensemble et ne plus jamais se revoir, » dit-elle avec une allégresse forcée. « Vivre de grandes heures ensemble et ne jamais les oublier, » corrigea Adolphe. Le regard de Sœur Lucie se brouilla. Ses lèvres se mirent à trembler. « Jamais. Moi non plus, je n'oublierai jamais, Adolphe. »« Dieu, c'est un problème de nom. Est-ce que c'est le nom qu'il faut donner à la guérison? » J'en doute. Par contre, je sais très bien nommer ce que vous m'avez donné, du premier jour au dernier, et pendant cette terrible nuit, c'était de l'amour. Sœur Lucie détourna son visage pour cacher son émotion. « C'est mon devoir d'aimer. Ça, je l'ai bien compris, et je le fais mien. Je vous aime, Sœur Lucie. » Sœur Lucie eut un sursaut. « Je vous aime, Adolphe. » Ils laissèrent ces paroles faire leur chemin en eux. Ils se sentaient moins seuls au monde. La nuit leur paraissait moins grande, moins épaisse autour d'eux. La cloche du réfectoire envoya son appel grêle. « Rentrons. Appuyez-vous sur moi. » Ils marchèrent l'un contre l'autre avec tant de cohésion, tant d'harmonie, qu'ils auraient pu croire qu'à cet instant, comme dans le silence précédent, leurs 2 corps ne faisaient plus qu'un. En passant le porche, en retrouvant la lumière jaune qui allait les rendre à eux-mêmes et leur séparer, Sœur Lucie murmura à l'oreille d'Adolphe juste avant de disparaître. « Par bonheur, vous avez dit. Je vous aime, Sœur Lucie. Ça le sœur. Je crois que j'aurais perdu pied. » Hitler. La guerre s'enlisait. Elle continuait à produire chaque nuit autant de... je passe la page. Autant de cadavres, mais tous ces morts ne servaient à rien. Le front bougeait de quelques mètres, puis rétrogradait. Une semaine plus tard, les hommes s'épuisaient à défendre des bandes de terre qu'ils ne connaissaient pas avant le conflit et auxquelles ils devaient désormais donner leur vie. L'absurdité de cette situation ajoutait son poids à la lassitude, et, sous le ciel bas et vaseux d'où suintait la lumière morne du nord, tout enthousiasme avait disparu. Il ne demeurait que la routine de l'horreur. Hitler et Fox, eux, n'avaient rien perdu de leur dynamisme. Ils s'étaient découvert une nouvelle passion commune, la chasse aux rats. Plus d'une fois, au milieu de la nuit, ils s'étaient fait surprendre par une horde de rats. Les rongeurs arrivaient, bondissant, couinant, débouchant de leur cachette en nombre tellement inconcevable que le sol devenait une pélice vivante, grouillante, informe, sifflante, d'où surgissait çà et là une petite mâchoire robuste ou un œil jaune acide infiltré de haine, tapis lustré et mouvant que emportait son passage tout ce qui pouvait se manger, pain, sac, conserve, vicières aux membres déchiquetés des cadavres. Les soldats détestaient d'autant plus les rats qu'ils savaient qu'en cas de blessure mortelle, ces charognards seraient leur premier croque-mort et se jetteraient sur eux pour les déchirer avec leurs dents.
Hitler et Fox l'occupaient donc leurs heures libres, hors du service d'estafette, à chasser le rat chacun à sa manière. Fox le suivait à la technique classique du fox terrier. Hitler y mettait des raffinements techniques. Il déposait un petit bout de pain en guise d'appât, puis s'allongeait non loin. Pointant son fusil, il pulvérisait la bête lorsqu'elle arrivait. Je pense que c'est un psychopathe. Plus jouissive encore était sa tactique numéro 2 qui consistait à répandre la poudre autour du leurre. C'est un maniaque mental, ce gars-là, Chris. Poudre récupérée dans les obus non éclatés, et à mettre le feu lorsque les bêtes s'approchaient. Elle avait donc le plaisir de les voir brûler vives. Ok. Sounds like my ex-wife. D'une simple occupation, c'était devenu une obsession. Hitler s'était promis, à force d'acharnement, d'arriver à la solution finale. L'extermination définitive de tous les rats du front. Je me demande, ça va se rendre jusqu'à où, ça? Ce jour-là, Hitler s'apprêtait à reprendre son service. Lui, Fox, après un bon après-midi de chasse, parcourait la tranchée qui reconduisait au premier poste de commandement lorsqu'un tintement de bord de conserve les fit arrêter. Un rat bondissait d'un remblai, traînait après lui une piège d'acier qui l'avait blessé sans l'achever. Il s'enfuyait vers l'ennemi dans un grand vacarme affolé. Fox le sauta hors du boyau et pista la proie. « Fox, là, ici! Fox, là, revient! » Le rat, ivre de rage et de douleur, courant de tous les sens, emmena Fox là dans son délire. « Fox, là, au pied! Fox, là, ici! » De coups de pied retint, Fox lui un jappement de surprise et s'abattit sur le côté. Le rat continua seul à détaler entre les lignes françaises et allemandes. « Fox, là! » Hitler passa la tête hors de la tranchée pour voir ce qui arrivait à son chien. 2 balles firent alors étaler le sac dans la terre voisine, marqua son crâne de peu. L'ennemi lui tirait dessus. « Salaud! Salaud! » Il se recroquevilla dans le boyau. Elle entendait son chien gémir. Fox l'était blessé. C'était insupportable. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi? La nuit tombait. Non, la nuit tombait. Il mit son casque au bout de son fusil pour vérifier que l'ennemi le guettait toujours et il monta au-dessus de lui. Une balle vint dans la seconde et il fichait dans le métal. Salaud! L'obscurité s'était faite. La première fusée éclairante s'épanouit au ciel et, de son parachute de soie, envoya sa lumière verte, signe de reprise de combat. Le bombardement commença. Les ténèbres devinrent folles. Ce fut un déchaînement, une frénésie. Hitler ne bougeait pas. Toute l'altérie allemande s'était déployée autour de lui. On tirait, on mitraillait, on hurlait, on tombait. Hitler se sentait incapable de rejoindre son poste. Dans les rémissions du feu, il entendait Fox le gémir. Il était paralysé par la douleur de son chien. « Salaud, bande de salauds !» murmura-t-il entre ses dents. Au milieu de la nuit, les cris de Fox le changèrent. Il hurla à la mort. Il avait compris qu'il allait agoniser seul cette nuit, sous le ciel déchiré par l'acier et le feu. Hitler pleurait. Il n'osait même pas appeler son chien. Il préférait que Fox le se crût seul. Il préférait que la bête ignorait que son maître impuissant se trouvait quelques mètres de lui, terré dans un trou. Au matin, la plainte se fit plus fine, plus aiguë et plus déchirante. Fox l'était sur le point de mourir, mais appelait encore. Hitler se mit les mains sous les oreilles. « Salaud, pas les animaux! Les hommes autant que vous voulez, mais pas les animaux! » Lorsque le feu cessa à l'aube, il entendait encore un halètement plaintif. Autour de lui, les brancardiers courant en ramenant les morceaux de blessés et de morts. Il parvint à se redresser, prit son fusil, passa la tête hors du trou pour localiser Fox et tira. La plainte se tut enfin. Fox était mort. La haine s'engouffra en Hitler pour prendre la place du chagrin. Se mit à vitupérer contre l'ennemi. « Gang de salauds! Vous ne gagnerez jamais la guerre, vous m'entendez? Jamais! L'Allemagne viendra boire votre sang. Vous vous annulerez devant elle. Vous deviendrez nos esclaves. Paris s'alarma. Je vous haïs. Je vous haïs. Je me vengerai. Rien ne sera jamais assez fort pour ma vengeance. Je vous haïs. Salaud! » Puis il se mit à tirer sans discernement sur les lignes françaises, espérant de toucher l'homme qui avait tué Fox. Ça passait une seconde qu'elle était peut-être déjà mort. Les infirmiers durent se mobiliser à 4 pour le maîtriser. Le médecin-chef lui administrait une piqûre de calmant. Là, on est un peu moins extrême, là. Hitler. Dorés par un soleil languide, Adolf H, Bernstein et Neumann paraissaient auprès du parquement de l'état-major. Cela sentait le gourdon, la sieste et la sueur des pieds. Nous allons perdre la guerre. Neumann venait de lire tous les journaux récupérés dans les poubelles des officiers. Nous? S'exclama Bernstein. Je ne fais pas partie d'aucun nous, à part nous trois.
Pour moi, sortir de la guerre vivant, c'est l'avoir gagné. Si je reviens du front, je proviens d'ailleurs, que je ne serai plus autrichien, ni même d'aucun pays. Quoi? Apatride. Apatride, c'est un nouveau mot, ça. Et pacifiste, voilà comment je rentrais. Il va falloir tenir encore quelques semaines, ajouta Adolphe, inquiet. Depuis qu'il était retourné au combat et qu'il avait eu la joie de retrouver ses amis vivants, il craignait à chaque instant qu'il arrivât quelque chose. Leur groupe s'était reformé, rendu plus fort des dangers traversés, toujours muet sur les sentiments qui l'unissaient. Seule parcelle d'humanité dans ce monde qui perdait la guerre et la raison. La guerre n'est plus une guerre à la mesure de l'homme, continue Adolphe. C'est une guerre de métal, de gaz et d'acier. Une guerre de chimistes et de forges. Une guerre d'industriels où nous, un pauvre tas de chair, ne servons plus qu'à combattre, mais à vérifier que leurs produits tuent bien. Tu as raison, dit Bernstein. C'est une guerre d'usine, puis une guerre d'hommes. Celui qui gagnera sera celui qui aura craché plus de ferraille. Nous ne comptons pour rien. Quand je vais arriver les nouveaux tanks, ces tonnes d'acier qui passent partout et écrasent tout, j'ai compris que nous étions inutiles. Comment avoir du courage et de l'adresse dans une machine qui, de toute façon, te résiste et t'anéantit? Qu'est-ce que vous racontez? S'exclama Newman. À vous entendre, vous ne feriez la guerre que si vous pouvez tuer à bon portant. Non, à bout portant. Les yeux dans les yeux, c'est ça? Oui? Eh bien moi, je suis ravi de ne pas voir sur quoi je tire, de mitrailler dans le lointain, de jeter des grenades dans la direction qu'on m'indique. Si j'avais des hommes en face de moi, je ne sais pas si je m'y arriverais. N'importe comment, dit Bernstein. Je ne veux pas faire de guerre, je ne veux plus faire partie d'aucune nation. Il faudra bien que tu vives à quelque part, objecta Adolphe. Quelque part, oui. Mais dans un pays, pas une nation. Quelle différence? Un pays devient une nation lorsqu'il se met à détester tous les autres pays. C'est la haine qui fonde une nation. Je suis pas d'accord, dit Newman. Une nation, c'est un pays qui s'organise pour t'assurer de vivre en paix. Ah oui? Y aurait-il des guerres s'il n'aurait pas de nation? Que faisons-nous ici? Parce qu'un Serbe a tué un Autrichien, l'Allemand et l'Autrichien ont fait la guerre aux Français, à l'Anglais, à l'Italien, à l'Américain, aux Russes. Tu peux m'expliquer ça autrement par une logique de haine? Le nationalisme est une nervose fatale, mon bon Newman. Et pour chose irréversible lorsqu'il vire au patriotisme. Si tu admets le principe de la nation, tu admets le principe d'un état de guerre permanent. Ils écoutèrent le grondement du front au loin. Le passage se tenait aux aguets. Comme d'habitude, l'acier déchaînait pendant la nuit. Après la guerre, j'irai m'installer à Paris, déclara Bernstein. Paris? Pourquoi Paris? Parce que c'est là que la peinture moderne s'invente depuis 30 ans. À Montmartre? Non, c'est le passé. À Montparnasse, je loue un très grand atelier, rue Champagne Première et je m'installe. Dis-moi, tu as l'air de bien connaître tout ça? J'ai mes relations. Bernstein se tut mystérieusement. Adolphe et Newman, connaissant la pudeur maladive de leur ami quand ses amours n'insistèrent pas. Bernstein releva la tête et sourit à pleines dents. Qui même me suivent? À Montparnasse? À Montparnasse! À Montparnasse! Les trois amis riaient, heureux à l'idée bienfaisante que leur avenir se fût restitué. En attendant, il va falloir tenir, songea Adolphe avec angoisse. Hitler. En arrière, vite! La troupe se replia. La tranchée était pénétrée par les Anglais à deux extrémités. Les Allemands se résolurent à en l'abandonner et concurrent à se mettre à l'abri dans le boyau suivant. À gauche! Celui-ci pris au suit! À gauche! Vite! On partit à gauche. En cette nuit d'octobre 1918, le régiment de l'estafette Hitler se trouvait pour la troisième fois depuis 1914 sur cette même terre boueuse. Après avoir été devenu le champ de bataille, non, après avoir été leur villégiature de repos, le village de Comines ou Comines était devenu le champ de bataille. Les Anglais avançaient pied à pied. À part Hitler, tout le monde savait qu'à la guerre, après 4 ans de maladie chronique, elle est maintenant à sa fin. Désolé. L'Allemagne reculait. En quelques mois, elle venait de perdre 1 million d'hommes, d'épuiser ses réserves de vivres, de munitions et de morale. Hitler refusait d'envisager une défaite de l'Allemagne parce que c'était identifié à l'Allemagne. Comme il n'était pas envisageable que lui, Hitler, l'invincible,
Le brave, l'énergétique, le constant miraculé peut être atteint. L'Allemagne vaincrait. Pour juger la situation, il ne retenait que les éléments qui pouvaient alimenter sa conviction. L'effondrement du front russe, la débâcle italienne, et enfin sa croix de fer de première classe, remise à 4 août dernier par le lieutenant Hugo Gottman. Récompense exceptionnelle pour un simple caporal. Alors, n'était-ce pas une preuve que la guerre progressait? Dans le bosquet vite à couvert! Il commençait à trouver normal de n'être qu'un matricule au milieu de 8 millions d'hommes. Était-il à sa place? Était-il juste que lui pouvait rendre tant de service à sa patrie, fut un simple caporal au front? Exposé aux gestes fortuits de n'importe quel... pas sûr que je peux dire ce mot-là. Fut un simple caporal au front, exposé aux gestes fortuits de n'importe quel... Tu sais, le mot, là, il y a un livre d'Agatha Christie, là, ça commence par N, puis ça finit par E. Il y a des études que tu peux faire à ça, apparemment, à l'université. Il y a une prof qui a dit le nom du cours, puis elle s'est fait renvoyer. Je prendrai pas de chance. Au front, exposé aux gestes fortuits de n'importe quel pipi N-word d'en face, rampé jusqu'à la lisière, vite! Elle n'avait pas remplacé son cher Fox, là, car elle ne voulait pas redonner à l'ennemi l'occasion de le faire souffrir autant. Attention, gaz! L'alerte au gaz rebondit de soldat en soldat. Gaz, gaz, chacun se protégeait d'un masque. Les attaques au gaz se multipliaient. On disait dans les troupes allemandes que les Anglais chargeaient leur abus d'un nouveau produit, le gaz moutarde, une substance indicieuse qui se montrait différemment toxique selon les individus. Chacun apprenait par ses souffrances que ce poison produisait sur lui. C'était un raffinement qui effrayait. Hitler avait du mal à respirer dans la poche étroite de son masque. Il était malaisé de reprendre son souffle et de se contenter de cette petite provision d'atmosphère plus de 10 minutes. À l'avant, Hugo Gottman profitait d'une fusée éclairante pour faire signe à ses hommes de garder les masques. Ils étaient pris sous une pluie de buts chargés de gaz et l'absence totale de vent empêchait que les nappes ne s'en dispersent. Les casques pointus émergeaient de cet océan laiteux comme des poissons volants. Hitler n'y tenait plus. Même en se forçant à respirer de la façon la plus avaricieuse qui soit, il sentait son corps manquer d'oxygène et faiblir dangereusement. Que pouvait-il faire? Il avait désormais le choix, entre mourir d'étouffement dans son masque ou d'empoisonnement par le gaz. Devant lui, plusieurs hommes se levèrent et arrachèrent leur protection. « Courez! Fuyez les gaz! Vite! » Hugo Gottman, voyant ses hommes céder à la panique, enleva aussi son masque pour leur donner de fuir ce terrain mortifère. Hitler commença à se lancer avec son masque, puis, sentant qu'il s'asphyxiait, le jeta et galopa encore plus vite. Je suis invincible. J'échappe aux balles, aux obus, au gaz. J'échappe à tout. Ma bonne étoile continue à me protéger à la hauteur de ma valeur. Je m'en sortirai. Il sauta sur plusieurs centaines de mètres et, constant que les hommes tombaient autour de lui, il conclut une fois plus que sa cuirasse d'instabilité lui avait joué son rôle. Il finit par joindre le lieutenant Gottman dans son fossé défendu par leur artillerie. Comme allez-vous, caporal Hitler? Très bien, mon lieutenant. Hitler s'enfonça allègrement dans la zone arrière, peu épargné par la rage des bombardements. À 6 heures du matin, il sentit que ses yeux chauffaient. À 6h30, il brûlait. À 7 heures, il lui paraissait des charbons ardents. À 7h30, Hitler soupçonna qu'il avait peut-être respiré des gaz. À 8 heures, alors que le jour se levait, les ténèbres firent autour d'Adolf Hitler. Il comprit qu'elle était devenue aveugle. Il tomba sur place. Où? Il ne voyait plus rien et hurla. « Mes yeux! Les gaz! Mes yeux! » Ses orbites étaient en feu alors que le reste de son corps lui semblait engourdi dans la glace. Il brûlait et frissonnait à la fois. Il comprit qu'on le déposait sur une civière. Une main prit la sienne. « Je crois que la guerre est finie pour vous, Hitler. » Il reconnut la voix du lieutenant Gottman. Cette phrase le paralysa. La guerre finie pour lui? Quelle allait devenir la guerre sans lui? Et le front sans sa flamme? Et l'Allemagne sans sa foi? Il eut envie de protester, de nier sa cécité, d'exiger qu'on le laissât là, mais ses forces ne lui répondirent pas. « Tu mourras, par où tu as péché. » Par-dessus les cahots de la camionnette, puis les sifflements du train, la phrase entendue dans son enfance lui revint avec le flux et le reflux des rivières. Non, des fièvres. Pourquoi j'ai dit rivière? Tu mourras par où tu as péché. Il était peintre, il perdait les yeux.
Il ne peindrait plus et son infirmité l'excluait du front. S'il ne mourait pas, qu'allait-il devenir? Dun, dun, dun. Adolphe H., Newman et Bernstein savaient qu'il menait sans doute leur dernier combat. Ils le livraient sans le livrer, à peine présent ce qu'il entreprenait, comme s'il fût agi de répétition d'une pièce et non du spectacle réel. Ils auraient eu envie de s'économiser, mais le déchaînement des forces ennemies ne le permettait pas. Ils auraient eu envie de se protéger, mais l'entraînement de la violence les obligeait à se battre. Ils auraient eu envie de se faire porter malade, mais ils avaient été attirés, une ultime fois, en esthète, par la splendeur inutile du dernier combat. La pleine lune favorisait les vols d'avions. Les obus pleuvaient avec force, démontrant à chaque instant la force matérielle écrasante de l'ennemi. « Tenir jusqu'à l'aube !» se répétait Adolphe. Les fantassins français arrivaient de toutes parts. Il fallait reculer. Les trois amis se séparèrent au gré des ordres et des circonstances. Adolphe traversa cette nuit en somnambule. Du guerrier, il avait les gestes routiniers, les excellents réflexes, mais son esprit était déjà ailleurs, au lendemain, au surlendemain, à la paix. Tenir jusqu'à l'aube. Plusieurs fois, il constata avec indifférence que son compte avait failli être bon. Les balles le rasaient, les shrapnels envoyaient leur nuée contre lui. Il s'en moquait. Tenir jusqu'à l'aube. Il eut peur que son détachement prématuré ne lui jouât un tour, tentant de se forcer à avoir peur, en vain. Tenir jusqu'à l'aube. L'aube était là, enfin, porteuse de promesses. Le vacarme commença à faiblir à mesure que croissait la lumière. Adolphe marcha longtemps pour rejoindre l'ultime poste d'état-major arrière. En s'approchant, aux mines grises des officiers, il sut qu'il avait raison. On venait d'annoncer officiellement. La guerre était perdue. Il s'assit sur un banc de ferme et s'offrit aux rayons du soleil. Il prit un bain de lumière. Les feux pâles de l'hiver le chauffaient avec lenteur, lui procurant la détente de longues douches, le lavant de 4 années de sueur, d'angoisse, de peur mortelle. Cette aube, enfin, était une aube véritable, celle qui décide d'un jour nouveau. Sa vie et son avenir lui étaient restitués. Newman vint le rejoindre, il s'assit sans un mot. La même force passait en eux, ils savaient qu'ils étaient heureux. Les blessés de la nuit commençaient à arriver, les valides aidaient les impotents. Les deux barancardiers, amenaient un tas de chair gémissant sur une civière. Piqûre, cria l'infirmier avec une expression d'épouvante. Le médecin s'approchait et marqua d'un temps arrêt devant l'horrible spectacle. Il détourna les yeux, saisit le bras de l'homme et lui injecta avec du calmant. Adolphe et Newman s'approchèrent. Le soldat avait eu le visage arraché, n'avait plus d'yeux, plus de nez, plus de bouche, et pourtant il vivait. Dans cette bouillie de viande, parmi ce sang qui coulait, il y avait encore une bouche qui voulait parler, un menton qui s'agitait par l'habitude, un garçon qui cherchait à appeler ses camarades, mais il ne portait plus cette charpie humaine qui compote de son. « Regarde sa main, » dit Adolphe. Le soldat portait une bague d'argent à l'annulaire. C'était Bernstein. Hitler. C'est une intoxication à l'hyperite, vous allez retrouver la vue petit à petit. Le docteur Forster assurait le blessé au milieu des plaintes dans la grande salle commune. Contrairement à ce goût santé, vos yeux n'ont pas été détruits et vous n'êtes pas atteint de véritable cécité. Il s'agit d'une conjonctivité très aiguë accompagnée d'un gonflement des paupières. Hitler l'écoutait, mais il avait du mal à le croire. Il demeurait punaisé dans les ténèbres. Il savait qu'elle se trouvait à l'hôpital de Pacewalk, mais il n'en avait rien vu. Il comprenait qu'elle était soignée par le docteur Forster, mais il ne pouvait dire si celui-ci était brun, blond ou roux. Il connaissait tous ses voisins de chambre brés par leur nom, leur voix et leurs récits, et c'était pour lui une intimité intolérable de coucher parmi tant de corps et de visages inconnus. Peut-être voyez-vous déjà? Sans doute même, je vous impose un bandage complet par prudence. Mais les mains, docteur, pourquoi est-ce que vous m'attachez les mains au lit? Je ne veux pas que vous frottiez les yeux. Si vous le faisiez, alors vous risquez d'enflammer les globes et les paupières au point de rendre la cécité définitive cette fois-ci. Je vous jure que c'est pour votre bien, caporal Hitler. Pensez-vous que j'ai envie de mettre des menottes à un héroïne reçu la croix de fer de première classe? Je vais vous voir guérir parce que vous le méritez. Hitler se tut et consentit. Le docteur Forster savait qu'on l'obtenait à obéissance à Hitler si on le flattait judicieusement. Curieux homme, pensa-t-il, capable de tout endurer si on le reconnaît comme un être exceptionnel.
Étrange courage fondé sur une estime de soi défaillante. Rarement vu un ego aussi fort et aussi faible à la fois. Fort car elle se pense le centre absolu du monde, truffée de certitudes inébranlables, persuadée de penser toujours juste, faible car elle a un besoin dévorant et que les autres distinguent ses mérites, le rassurent sous sa valeur. Tel est le cercle vicieux des égocentriques. Leur ego demande tant qu'ils finissent par avoir besoin d'autrui. Ça va être épuisant. Il vaut mieux n'être qu'un simple égoïste. Le docteur Forster quittait la salle pour rejoindre l'équipe médicale qu'il essayait de convertir aux nouvelles méthodes d'investigation mises au point par le docteur Freud à Vienne. Le voisin lit d'Hitler, un certain Brock, dit de sa voix sifflante. « Pas de pote, mon gars! Si tu guéris, tu ne pourras même pas avoir une pension d'invalidité. Dommage, pour un peintre, devenir aveugle, ça pourrait rapporter un joli petit magot à la vie. » Hitler ne répondit pas. Il ne savait pas à cette heure ce qui le décourageait le plus. Perdre la vue ou entendre ses réflexions de couard profiteur. « Camarade, la révolution approche, » commença Goldschmidt. Hitler soupira d'impatience. Goldschmidt le rouge allait les polluer toute l'après-midi avec ses discours marxistes. Tout allait défiler. La réussite de la révolution russe. L'ère nouvelle de liberté et de l'égalité, le dynamisme des travailleurs qui prennent enfin leur vie en main, la dénonciation des capitalistes qui tuent et qui affament, etc. Hitler éprouvait des sentiments ambigus par rapport à cette nouvelle idéologie. Il n'avait pas encore pris position, faute de réussir une synthèse. Certains points lui plaisaient, d'autres pas. Il appréciait la dénonciation de la bourgeoisie des villes, les phrases contre les profiteurs, la bourse, la finance mondiale. Mais il avait été choqué par la grève des munitions déclenchée par les syndicalistes en vue d'obtenir une paix anticipée, et il restait fortement à l'internationalisme. Cette doctrine d'origine juive et slave voulait abolir les différences entre les nations et établir un ordre supérieur qui ne tienne plus compte des patries. Alors, songeait Hitler, à quoi bon cette guerre? Alors ce ne serait qu'une supériorité d'être allemand. Allons-on mettre à bas la monarchie? 2 ou 3 fois, elle avait voulu participer à la discussion qui passionnait tous les blessés de Peace Rock, mais, à son habitude, maladroit, confus et sans autorité, n'était pas parvenu à se faire entendre et avait rapidement préféré de se retrancher dans le silence. Le lendemain, elle sentit une pression douce sur sa main. « Caporal Hitler, nous allons vérifier que votre vue revient. Je vais vous enlever vos bandages. Attention, serrez les dents, ça peut être douloureux. » Hitler a eu tellement peur du résultat qu'il faillit demander si on se le laissa sous ses compresses et ses gaz, et s'il ne voyait plus. Mais le visage du docteur Forster lui apparut dans un monde flou et piqueté de points rouges. Le visage du clinicien était étonnamment gros, jeune et rose. Il s'était laissé pousser un collier de barbe et avait mis des lunettes pour se vieillir, mais les petits poils, follets roux et la rondeur étonnée des lunettes contribuaient encore à le rajeunir, lui donnant l'aspect d'un nourrisson déguisé en étudiant. « Je vois, dit Hitler. »« Combien ai-je de doigts? » demanda Forster en montrant 3. « 3 » murmura Hitler en pensant qu'on le prenait vraiment pour un crétin. Suivez le parcours de mon index. Hitler suivait la main qui allait de droite à gauche, de haut en bas. Cela produisait des douloureuses contractions sur son visage. Il grimaça. « Tout va revenir petit à petit, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je vais pouvoir recevoir la presse? »« Oui, mais je doute que vous n'arriverez à lire. »« Il le faut. Ici, je n'entends que des ragots sur la situation de l'Allemagne. J'ai besoin d'informations. » Le docteur Forster lui posa 2 quotidiens sur son lit et s'éloigna. Hitler constata avec dépit que les caractères formaient une ligne continue et tangente qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Il soupira d'agacement. « Camarade, s'écria Goldschmidt, des révolutionnaires viennent d'arriver dans cet hôpital. Il s'agit de marins qui sont mutinés. Nous devons les manifester notre soutien. » Hitler regarda ses camarades de chambrée qui s'animaient autour de l'intervention de Goldschmidt. Tiens, il n'avait pas remarqué avant de voir leur physique que Goldschmidt, Brock et cet autre flanqués là-bas, les 3 leaders rouges de la salle, étaient tous juifs. Quel rapport cela avait-il? Un pasteur fit irruption et le silence se fit. Son visage affligé était porteur d'une mauvaise nouvelle. « Mes enfants, dit-il d'une voix tremblante, l'Allemagne a capitulé. La guerre est perdue. » Un silence prolongea ces paroles. Chaque blessé se disait qu'il avait souffert et combattu pour rien. Nous devons donc nous remettre à la merci des vainqueurs et prier Dieu de compter sur leur magnanimité. Ça, c'est encore plus cruel. Perdre, c'est une chose, mais obéir à son ennemi, c'est une autre. Un destin d'esclave était promis à l'Allemagne.
Ce n'est pas tout, ajouta le pasteur. La monarchie est tombée. Le Kaiser se retire. L'Allemagne est désormais une république. Hurrah! Cria Goldschmidt. Hurrah! Renchérit Brock. Taisez-vous! Cria un amputé. Si le pasteur aurait voulu ajouter quelque chose, il ne le pouvait plus. La chambre était devenue une assemblée où les parlementaires s'envoyaient des insultes à la figure. Hitler, les larmes aux yeux, pensait qu'il allait immédiatement mourir. Il se retourna à son oreiller, sanglota autant que pour la mort de sa mère ou l'agonie de Foxle. L'Allemagne ne peut pas tomber de si haut. Moi non plus. Soudain, l'obscurité se fit autour de lui. Elle leva les mains devant lui et les agita. Elle ne les voyait plus. C'étaient des ténèbres bruns sombres, la couleur même de l'argile où il s'était couché pendant 4 ans, où il avait défendu pendant 4 ans, embrassé quand le bombardement se déchaînait. Il était devenu terre, rendu à la terre. Sûr, il devait être mort. Mes yeux! Mes yeux! Elle s'était mise à hurler. Des infirmiers se précipitèrent pour l'empêcher de se frapper les orbites. Le docteur Forster accourut, lui fit une piqûre calmante et exigea qu'on le mît seul dans une petite chambre à part. Hitler sombra dans un état paradoxal, d'indignation interrompue d'évanouissement. Il entendait, lointaine, sans le comprendre, la discussion qui s'affrontait le jeune docteur Forster et le docteur Steiner, chef de l'hôpital militaire à Pacewalk. Je vous dis que c'est une réaction psychologique. Arrêtez de brandir votre psychologique à tout bout de champ, Forster. Vu l'ampleur de la conjonctive récente, une crise d'alarme a suffi à le réactiver. Il s'agit de la même cécité que précédemment. Je vous assure que non. Il s'agit cette fois-ci d'une cécité toute différente. Le patient refuse de voir. Il veut nier que la guerre est perdue. Il s'agit d'une cécité d'origine hystérique, docteur Steiner. Je vous demande la permission de pratiquer l'hypnose, ce patient. Je vous l'interdis. Mais pourquoi? Je ne crois pas à vos procédés de charlatan. Si vous ne croyez pas, c'est que vous les estimez inoffensifs. Laissez-moi donc essayer. Non. Mon hôpital ne sera pas transformé en baraque de fête foraine. Vous laisserez le patient retrouver tout seul la vue. Le docteur Steiner claqua la porte, de tout empêche d'être obéi. Vieux crétin, murmura Forster entre ses dents. Pour lui, il s'agissait d'un conflit de génération. La vieille garde médicale ne supportait pas les avancées de la nouvelle et refusait tout en bloc. Elle s'approcha d'Hitler qui gémit silence d'abattant sa couche. C'est trop tentant. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui va l'empêcher de faire ce qu'il veut avec ce patient? Pas cette antique barbe de Steiner qui va déjà être tournée chez lui siroter ses schnapps, en laissant, comme chaque nuit, la responsabilité complète de l'hôpital. Tant pis, j'y vais. Un jour, elle sera bien obligée de reconnaître que j'ai raison. Il sortit son carnet où il faisait la comptabilité secrète des malades qu'il soignait avec sa méthode. La suggestion hypnotique. À 4 ans de guerre, il avait déjà noté 35 noms de s'attribuer à la guérison. Le caporal Hitler sera sans doute le dernier avec qui il n'aille ouvrir son cabinet privé à Berlin. Il ferma la porte à clé puis il se pencha au-dessus de l'homme. Pratiquer l'hypnose sur un patient aveugle n'était pas chose aisée. Il peinait. Après 20 minutes, elle sentit qu'il avait gagné son attention et commença à se faire obéir. Levez la main gauche. Hitler leva la main gauche. Frottez-vous l'oreille droite. Lentement, la main gauche, Hitler alla chercher l'oreille droite puis la frotta. Très bien. Maintenant, vous allez graver dans votre mémoire tout ce que je vous dis. Ce sera à la table de la loi pour les années à venir. Si vous êtes d'accord, baissez légèrement la tête. Hitler opina. Forster entendu qu'il avait établi le contact hypnotique. Adolf Hitler, l'Allemagne a besoin de vous. Elle est malade, comme vous. Elle doit guérir, comme vous. Vous ne devez plus vous cacher la vérité. Vous ne devez plus vous obscurir les yeux. Vous devez devenir lucide. Croyez en votre destin, Adolf Hitler. Cessez de vous aveugler, Cessez de vous aveugler, et votre aveuglement cessera de même. Retrouvez la foi, Adolf Hitler. Croyez en vous. De grandes choses vous attendent, un monde à reconstruire, une vie à accomplir. N'hésitez plus jamais. Ne soyez pas jamais ébranlés par les événements. Poursuivez votre route. Pas de doute. L'avenir est à vous. Au matin, je veux que vous vous réveillez, que vous avez retrouvé l'usage de vos yeux. L'Allemagne le veut. Vous le devez à l'Allemagne. Il se pencha au plus près du blessé. Faites-moi signe que vous avez compris. Relevez la tête. Hitler releva la tête. Je vous laisse reposer, Adolf Hitler. Je viendrai vérifier au matin que vous m'avez bien obéi. Elle rouvrit la porte et laissa son patient dans l'obscurité. Après une demi-heure, Hitler se releva brusquement sur sa couche. Il demeurait assis, dépassé par la force de ses pensées. C'était une tumulte d'idées qui déferlaient dans son esprit, mais ce terrain lui faisait du bien.
Il avait le sentiment que tout devenait clair. Gottman, Bruck, Goldschmidt, tous juifs. Nous avons perdu la guerre à cause des juifs. Comment m'en ai-je pas rendu compte plus tôt? Ah, Gottman, je revois ton air embrassé quand je t'ai ramassé ta kippa. Et moi, crétin, qui ne comprenais pas ta traîtrise. La guerre était perdue parce que l'état-major était plein de juifs comme toi. Et on ne peut pas être à la fois allemand et juif. Nous étions commandés par des traîtres. Ils étaient dans tous les camps, tous les pays. Ils ne croient en rien parce qu'ils sont juifs. Ils mangent à tous les râteliers parce qu'ils sont juifs. Ils infectent notre sang et nos nationalités. Des juifs au front, des juifs à l'arrière. Je suis où, là? Qui prennent d'assaut l'administration et la politique, qui organisaient des grèves de munitions. Mais la finance, mais l'économie ne s'en appelle pas juive. Il n'y a que de nobles que la position d'une terre. Ils y ont substitué la bourse et les sociétés d'actionnaires. Bien joué. Ils ont sapé et rongé notre monde à notre insu. Maître des apparences, maître des masques. Oh, Schopenhauer. Pardon, je ne comprenais pas pourquoi tu écrivais que les Juifs sont les maîtres du mensonge. Ils sont doubles, allemands en apparence, juifs au fond. Pardon Nietzsche, pardon Wagner. Je n'avais pas saisi l'ampleur de votre perspicacité. Vous auriez dû m'éclairer de votre antisémitisme. Au lieu de cela, je me détournais de vos haines. Je les trouvais hétérogènes. Pardon, j'étais moi-même infecté de culture juive, d'universalisme, d'examen critique. Ils ont dévitalisé l'intelligence allemande en faisant de nous un peuple de professeurs sourcilleux, d'érudits qu'on encense dans le monde entier. Quelle tartufferie! Quel piège! La véritable éducation doit être celle de la force de la volonté. Ah, colonel Rappington, tu as beau être un officier anglais, tu n'auras pas tort lorsque tu déclareras dans les journaux. Sur 3 Allemands, il y a un traître. Tu as raison. Un traître et 2 imbéciles. Un juif et 2 naïfs abusés, roulés dans la farine, badigeonnés jusqu'au museau de culture juive. Mais désormais, je suis là. J'ai foi en moi. Je montrerai le chemin. Je braquerai ma torche sur les tranchées qui grouillent de rats. Je montrerai le réseau souterrain qui nous engloutira si nous ne réussirons pas. Après tout, cette défaite sera une bonne chose pour l'Allemagne. Une vraie crise qui mettra au jour le virus jusqu'à l'invisible. Pardon Nietzsche, pardon Wagner, pardon Schopenhauer. Vous avez déjà dit 100 fois ce que je reçois ce soir comme une révélation, une illumination. Les médecins ont beau nous prévenir, on se méfie plus de la peste que de la tuberculose, car la peste est spectaculaire, ravageuse, rapide, alors que la tuberculose est silencieuse et chronique. Du coup, l'homme domine la peste alors que la tuberculose le domine. Il nous fallait cette catastrophe. Maintenant, les microbes sont démasqués. Il faut organiser la guérison. Je serai le médecin de l'Allemagne. J'éradiquerai la race juive. Je les dénoncerai. Je les empêcherai de se reproduire. Je les évacuerai ailleurs. Qu'ils aillent salir ce qu'il n'est pas allemand. Je ne faillirai pas. J'ai confiance en ma mission. Ce soir, je dis adieu à la tiédeur. La tiédeur, la modération, ce sont des ruses juives. Je serai systématique, énorme et sans nuance. Regardons l'univers. Est-ce qu'il y a de la place pour l'esprit critique? Non. Tout est réagi par la force. La lune tourne autour de la terre, parce que la terre est la plus forte. La terre autour du soleil, parce que le soleil est le plus fort. L'attraction, c'est le règne de la force. L'homme ne peut se retrancher de l'univers. J'avancerai droit et sans faillir. J'ai compris ma mission. À 8 heures, le docteur Forster entra dans sa chambre, tira les rideaux et réveilla l'endormi. Hitler ouvrit les yeux. Il suivit les rayons de soleil couler à la lucarne de nuit. Il sourit au docteur Forster, il voyait. Le médecin sortit, s'appuya sur le mur du couloir, dégaina son petit carnet secret, et inscrivait avec satisfaction ces 3 petits mots. Adolf Hitler, guéri. Ok, c'est spécial comme livre, ça. Adolphe, 242. Chère Lucie, comment aurais-je pu imaginer que ce retour à la paix serait si décevant? Durant 4 ans, sous le feu des tranchées, à l'hôpital auprès de vous. J'ai retendu mon énergie en songeant à l'après. L'après qui succéderait à toutes ces horreurs. L'après qui justifierait que nous ayons tenu envers et contre tout. L'après est arrivé.
il est creux, il est vide, il est douloureux. Après avoir enterré Bernstein, nous sommes revenus à Vienne, Newman et moi. Ce fut insupportable, nous avions le sentiment d'être clous encore vivants dans nos souvenirs. Bernstein était partout, à l'atelier que nous avons récupéré, dans ces tableaux que nous avons pu d'une voix admirer, dans les cafés où nous allions ensemble à l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes demandé de prononcer l'éloge de notre valeureux camarade mort au combat. Comme si nous avions envie de célébrer le soldat Bernstein. Nous avons retrouvé notre monde, mais c'est une restitution faussée. Tout nous blesse dans la Vienne de 1919. Sa splendeur, comme si elle n'avait pas été affectée par la guerre, sa nouvelle jeunesse, je viens de réaliser que j'ai 30 ans, que sa xénophobie accentuée qu'elle peut faire craindre d'autres guerres, ces perpétuelles discussions intellectuelles auxquelles je n'ai plus la force de m'intéresser après 4 ans de barbarie. Newman m'a inquiété dès le décès de Bernstein. La perte de notre ami lui a fait tant de mal que ses nerfs, ébranlés, incapables de supporter un tel choc, ont transformé le chagrin en haine. Là d'abord vitupéré contre la guerre, le condamnement, les docteurs impuissants. De retour ici, la tournée sa haine contre ceux de l'arrière, les planqués, les profiteurs, ceux qui avaient le culot de travailler, de prospérer pendant que Bernstein était transformé en chair à canon. Lorsque nous allons dans les ateliers chez les marchands, il n'y a que des mots durs contre ces croûtes, qui ne valent pas une exquise de Bernstein. L'autre jour, j'ai dû le maîtriser alors qu'il entreprenait au-dessus au point un collectionneur qui avait le malheur d'avouer qu'il ignorait qui était Bernstein. Lui-même étonné de s'être laissé à un tel accès de violence, l'a convaincu avec moi qu'il ne pouvait continuer ainsi. Depuis lors, il m'a donné l'impression de s'être calmé jusqu'à ce que je découvre que cette agressivité l'avait fait un tout autre usage et que, mais cela, je le rencontrerai ensuite. T'as pas dit dans cette phrase-là, gros? Il m'est arrivé une chose étrange. J'ai vécu une nuit aussi extraordinaire que celle passée avec vous dans la petite chambre des agonisants. Revenu à l'atelier, j'ai constaté que ma main, mon œil, mon esprit, et je ne sais pas quoi encore, s'étaient rouillés, comme un pianiste qui revient des vacances. J'ai fait des gammes, croquis rapides, nature morte, copie de maître. J'ai gâché du papier et de la toile pour retrouver ma technique. Au fond, j'étais assez heureux d'effectuer tous ces travaux qui avaient la poubelle comme destination, car cela m'évitait de songer aux deux problèmes majeurs du peintre. Le style et le sujet. Ainsi que je l'avais expliqué, Sœur Lucie, je suis un peintre qui a beaucoup de talent et pas du tout de génie. Je manque de singularité. C'est trop le problème sur lequel je butais à l'orée de la guerre. J'avais développé une grande habileté technique tout ne sachant absolument pas quoi en faire. Un multimilliardaire qui n'a aucun désir d'acheter. Un dictionnaire de 8000 pages qui n'aurait rien à dire. Certes, j'exprimais parfois des sentiments dans mes toiles, mais des sentiments conventionnels sous une forme conventionnelle. Une nuit, découragé par ma stérile virtuosité, je me laissais aller à faire n'importe quoi. J'ai crayonné à hasard, accrochant les éléments incongrus les uns aux autres, ainsi que notre imagination l'a fait pendant nos rêves. Il y avait de l'amusement à faire cela et de la rage aussi, rage de rompre avec la perfection académique. Je dessinais une bonne sœur, peut-être était-ce vous, celui-ci, qui volait au milieu d'un nuage de mouettes. Les mouettes blanches en triangle attaquaient une escadrille parallèle de buts noirs et menaçants. Dessous, il y avait une grande plage champagne à marée basse. Dans le ciel, j'ai mis les étoiles de mer et dans le sable, les étoiles du ciel. J'ai jeté quelques rochers sur la grève, des rochers doux et huileux, dont certains se montraient, se transformèrent en femmes nues, lascives, offertes, d'autres en couple faisant l'amour. Je ne comprenais rien à ce que je faisais, mais je jubilais comme un gosse qui réalisait une mauvaise farce. Puis des pierres, je fis sortir de minuscules phoques, de bébés phoques aux grands yeux expressifs. Petit être blanc, rond et mouvant que je ne peux définir autrement que par mignon. Sitôt que j'eus affublé le dernier du dernier poil de sa moustache, j'éprouvais le besoin de les assassiner. Oui, vous m'entendez, ma sœur. Je pris mes couleurs et je me mis à trouer des blessures rouges, ce que j'avais mis tant de temps à parfaire. Je jetais même des flaques de sang. Ensuite, je peignais une immense girafe. Ne me demandez pas pourquoi, je serais incapable de vous répondre. Disons que le tableau avait besoin d'un alignement vertical et que la girafe vint jouer cet office. D'ailleurs, je ne la finis pas. À la place des pattes, je dessinerai la base de la tour Eiffel. Je sentis le besoin de remplir le haut droit de ma toile et au lieu d'un astre, je construisais un soleil horloge.
Une création monstrueuse hybride qui chauffait et indiquait les à l'aide de multiples cylindres, vis, poulies, roues dentées. Un mécanisme dont la construction m'absorba comme si elle était vitale. Je réalisais tout cela avec les pinceaux les plus fins, un soin maniaque, celui qu'on met à l'exécution d'une salle d'or. Enfin, je nomma le tableau. Encore une verre? Où le bruit me rendit insomniaque. Sur le moment, mon trite me fit tellement rire par sa cocasserie imbécile que j'ai décidé de l'intégrer dans le tableau, que je l'inscrivais en majuscule au bas de la toile. Épuisé mais satisfait, je n'eus même pas la force de me monter me coucher. Je m'endormis sur la banquette qui autrefois servait au modèle. En me réveillant, j'aperçus Newman qui examinait la toile dans la lumière du jour. La honte me tomba dessus et je fis semblant de dormir encore. Mais Newman ne partait pas. Il restait en face du tableau. Il l'examinait, il l'étudiait. « Je sais, c'est ridicule !» lui lançai-je de loin. Il ne répondit pas. Ça m'a pris comme ça, me justifiai-je. J'ai fait sans réfléchir pour me soulager. Ça partira à la poubelle comme tout le reste. Newman pose ce tableau et arrête de te foutre de moi. Sais-tu que c'est excellent? Je vous passe, chère sœur Lucie, l'engueulade que nous avons eue alors. Nous nous sommes criés dessus pendant plusieurs heures, car je n'arrivais pas à admettre qu'il prit au sérieux une pochade exécutée lors d'une nuit de désœuvrement. Je ne supportais pas non plus qu'il admirât ce qui ne m'avait rien coûté et que par là, il méprisât tous les efforts dont j'étais parfois si fier. Lui, de son côté, s'indignait de mon aveuglement. « Crétin! Tu viens de faire ta première œuvre originale et tu refuses de t'en rendre compte. Tu viens de réaliser une peinture freudienne, une œuvre qui te laisse s'exprimer inconscient. Donc, qui laisse s'exprimer l'inconscient. Une fonction par association libre et qui exprime de façon moderne tes sentiments. Tout est réussi. La contraste entre la facture académique, voire pompier, la poésie sauvage, excentrique. Le rapport du titre au tableau, Mais ce titre ne veut rien dire! Qu'est-ce que tu racontes? Encore un vers, ou le bruit qui a rendu insomniaque et bien évidemment le récit de ta guerre. Tu as combattu en Champagne, d'où le vert et la couleur de la plage. Et le bruit t'a rendu insomniaque, celui des obus. Ton tableau décrit l'horreur qui t'inspire la guerre. C'est incroyable. Il expliquait alors tout ce que j'étais persuadé d'avoir répondu à les pulsions incohérentes. Il commentait la montre industrielle qui mange le temps des hommes, la girafe Tour Eiffel qui témoignait de mon attirance profonde pour la France, le combat égal du bien et du mal dans l'affrontement des oiseaux et des obus, etc. Je me taisais au fur et à mesure qu'il m'éclairait sur ce que j'avais fait. Il conclut ainsi. Jusqu'ici, tu n'avais pas été fichu d'être un peintre parce que tu croyais qu'il fallait tout maîtriser. Cette nuit, tu es devenu un peintre parce que, pour la première fois, tu t'es laissé aller. Tu as eu le sentiment d'être incohérent alors que tu exprimais un sens qui te dépassait. Pour moi, le peintre Adolphe H. est né cette nuit. Ébranlé, je cessais de protester et je me décidai à retenter l'aventure. Au bout de quelques semaines, j'ai bien été obligé de reconnaître que Newman avait raison. J'avais, sans m'en rendre compte, et presque par mégarde, enfin trouvé ma voie. Cette nuit-là m'a ramené à la nôtre, sœur Lucie. Dans les deux cas, la nuit de guérison, la nuit de création, j'étais incapable de comprendre ce qui arrivait. Chaque fois que quelque chose vu au Newman me nomme ce qui m'arrive, plus que je suis gâté, plus que je suis ingrat, je n'arrive pas à admettre facilement que Dieu existe ou que l'inspiration me vient. Il est vrai que tout n'est qu'interprétation et que nous sommes libres de décider si une nuit a été mystique ou médicale, inspirée ou délirante. Cependant, puisque Newman m'a convaincu qu'à ma peinture, j'ai décidé, chère sœur Lucie, que je me laisserai donc convaincre par vous qu'à ma foi. J'admets la part de l'autre dans la constitution de mon destin. Je vous écouterai, vous et Newman. Pour l'heure, ce n'est qu'une volonté, donc chose fragile. Mais comme vous le dites dans votre dernière lettre, la graine finit bien par produire un fruit. Est-ce la joie de devenir enfin le peintre que j'avais toujours rêvé d'être? Je me suis enfermé dans mon travail sans plus prêter attention à ce qui m'entourait. Une tragédie noie autour de Newman que je pouvais arrêter et que, indifféremment, je ne voyais même pas. Il a fallu reprenons ce récit dans l'ordre. Tous les signes m'avaient pourtant été donnés, que j'aurais dû interpréter, lier, afin d'empêcher l'inéluctable. Des mots!
C'est un dictionnaire, ce mot-là, gros. Newman traversait, lui aussi, une période difficile sur le plan artistique. À la différence de moi, il fourmillait d'idées mais peinait à les réaliser. Il était atteint du vice théorique. Son énergie partait dans la conception, il ne lui en restait plus pour la réalisation. C'est ce qui le rendait si brillant et si stimulant dans la conversation et si décevant lorsqu'il montrait un de ses rares dessins. De retour à Vienne, il décida de guérir ses épuisements doctrinaires pour collecter enfin avec de la matière. Il s'enferma dans l'atelier. Un jour, il avait accepté que je m'y rende, je constatai l'ampleur des dégâts. Newman avait fait du Bernstein, du sous-Bernstein, en vérité. Tu ne trouves pas ça génial? Me demanda-t-il avec une fièvre suspecte. C'est étonnant. Regarde ce détail, là, à gauche. On dirait presque du Bernstein. Ça, tu as raison. On dirait vraiment du Bernstein. Il rougit de plaisir. Comment expliquer ce que j'admirons tous deux chez Bernstein? Je l'admirais plus chez lui. Comment trouver le courage de lui montrer que le détail d'exécution qui rendait Bernstein unique et génial ne devenait qu'une pâle maniérisme sur sa toile? Je ne franchis pas l'obstacle. J'eus tort, sans doute. J'aurais peut-être pu alors enrayer la descente aux enfers. Newman me demanda s'il pouvait occuper la chambre de Bernstein. J'y consentis. Il se mit ensuite à ressortir de vieux vêtements de Bernstein et à les mettre par jeu. Cela m'attendrit. Puis il sortit le soir dans les lieux que je ne connaissais pas. Malgré les chuchotis et sa discrétion, je l'entendais parfois rentrer en compagnie, mais au matin la personne avait invariablement disparu. Je dus m'absenter quelques jours pour aller embrasser ma tante Angela, ma sœur et ma nièce. Revenant plus tôt que prévu, j'entrai dans l'atelier sans avoir la prudence de frapper pour lui offrir des confitures de la campagne, et là j'ai découvert Newman, nu, en train de caresser un homme, tout aussi nu. Leur position allongée était sans équivoque. Je bafouillais. Je crois même que je m'excusais, puis j'allais m'enfermer dans mon atelier. Tout s'éclairait. Newman se prenait pour Bernstein. Incapable de faire le deuil de notre ami, il avait décidé de le faire vivre en lui. Lorsque nous fûmes seuls, je remarquai qu'il ne se sentait même pas gêné par ma découverte. Au contraire, l'ayant surpris en flagrant délit d'identité bernsteinienne, je l'avais confirmé dans son nouvel être. Il l'exultait. Je me montrais très dur. Alors que je m'étais tu, mi par indifférence, mi par respect, pendant plusieurs semaines, je l'accablais. Bernstein est mort. Tu ne feras pas revivre en l'imitant. Tu te fourvoies. Tes peintures sont nulles. Je suis sûr que tes amours sont nuls aussi car tu es un homme à femme. Tu te mêles gravement à toi-même. Et à moi. J'ai l'impression d'avoir perdu mes deux amis. Bernstein à la guerre, Newman au retour. Ils ont disparu tous les deux. Oh my god, Hitler est biphobique. Il n'a pas protesté. Il est resté prostré. Puis, après 2 heures de silence, il m'a simplement dit que j'avais raison. Il retournait dans son atelier. Lorsque j'entendis le bruit d'une chaise qui tombait, j'ai compris immédiatement. J'ai défoncé la porte. Il venait de se pendre. Je l'ai pris dans mes bras, comme vous, sœur Lucie. Vous faisiez avec moi. Je lui ai parlé toute la nuit. Je lui ai dit qu'il ne devait pas retourner son chagrin contre lui. Que maintenant, après cet acte du chagrin, il n'en avait plus qu'il devait réapprendre à vivre. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une seule manière de survivre à cette guerre. C'était d'oublier. C'était laisser rattraper par le passé, par Bernstein, par l'horreur. Nous devions poser une croix là-dessus, comme l'avons fait pour Champagne sur la tombe de notre ami, et passer à autre chose. Oubli, amnésie, se griser de nouveauté, s'enivrer de modernité, ne plus jamais regarder en arrière. Bernstein, nous l'avons à peine connu. La guerre, nous nous en souvenons plus. À l'aube, Newman éclatait en sanglots et je sus que j'avais gagné. Nous partons, nous fuyons, tous les deux ce soir et pour toujours, à Paris. Certes, Paris était encore une idée de Bernstein, mais ce n'était qu'une idée. Ni son fantôme, ni son souvenir ne nous suivront là-bas. Newman se rétablira. J'oserai ma nouvelle adresse dès que j'en aurai une. Ironie de la vie. Ce matin, nous avons fini de graver la plaque commémorative comportant les noms des élèves morts au front qui sera posée dans la salle de l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons inscrit « Se souvenir toujours ». Nous partons ce soir avec une autre devise. Oubliez à jamais. Votre Adolphe H. Bon, une dernière comme partie pour ce livre audio de la partie 4.
Hitler, page 250. Revenant guéri de Pacewalk, Hitler retrouva sa caserne dirigée par des conseillers ouvriers. La Bavière avait voulu faire sa révolution sur le modèle de Moscou. À la tête de Munich le Rouge se trouvait Eisner, un socialiste, journaliste d'origine juive. Assassiné au bout de quelques mois par un jeune aristocrate, il laissa le pays sombrer dans le chaos et l'anarchie. Au printemps, les troupes contre-révolutionnaires de la Reichswehr, je sais pas comment on prononce ça, et des corps freins étaient venus rétablir l'ordre, punissant les principaux responsables par la mort et condamnant les autres à 60 ans de prison. Hitler avait flotté au gré des événements, habité par une seule obsession, tout faire pour rester dans l'armée. Ainsi avait-il été rouge puis blanc, révolutionnaire puis contre-révolutionnaire, avec un opportunisme cohérent. Sa survie avait été difficile. 2 ou 3 fois, on l'avait obligé à prendre la parole publiquement et à galvaniser les troupes. Il avait dû défendre des idées social-démocrates, et à son habitude, n'était pas parvenu à retenir l'attention des auditeurs, se faisait rapidement bousculer hors de l'estrade, humilié. Et voici qu'après le retour de la droite, la seule occasion de rester dans l'armée était de devenir agent de propagande. Il s'est inscrit, la mort dans l'âme, dans le choix entre ça ou la démobilisation, c'est-à-dire la rue. Après cet épisode rouge, l'armée, en la personne du capitaine Maher, s'est en effet assigné comme une priorité de rééduquer les troupes, de leur enseigner une pensée correcte, le nationalisme et l'anti-bolchevisme. Le capitaine Maher était réquisitionné des locaux à l'université de Munich et tentait de former des personnalités capables d'endoctriner ensuite les autres. Pour l'heure, il leur faisait suivre des cours d'histoire politique et d'histoire économique. Tout était parti d'un simple incident. L'historien Karl Alexander von Morler, un homme dans la maigreur à la barbe tout aussi aristocratique que son nom, ramassait ses dossiers à l'issue de son cours et s'apprêtait à quitter l'amphithéâtre lorsqu'il remarqua une animation inhabituelle. Un groupe s'était formé autour d'un des élèves, un des plus âgés, maigre et insignifiant, dont Muller ne se rappelait pas le nom, mais qu'il frappait toujours par sa tête de pauvre chien perdu. Fatigué, prêt à suivre le premier maître qui le promettait une écuelle, l'homme était subitement transformé. D'une voix basse et gutturale, il parlait, il s'indignait, et tout le monde l'écoutait. Karl Alexander von Müller s'approcha. Sans s'en rendre compte, il l'écouta aussi. L'homme montrait un don étrange, celui de forcer l'auditoire à lui prêter l'oreille, à lui partager ses émotions. Il venait de subir une véritable métamorphose. Ses yeux bleus dévalés de timide, d'habitude baissés, s'ouvraient, devenaient bleus mystiques. Elle semblait se déchiffrer au loin dans l'horizon des vérités qu'eux seuls percevaient, et qu'à la voix délivrait ensuite avec force. L'homme parlait comme un prophète, un inspiré. Il semblait contraint, malgré sa lassitude, de dire ce qu'il avait à dire, contraint par l'honnêteté, dévoué alors qu'il aurait préféré de se taire. Son corps souffrait, déchiré, emporté, secoué par la violence des révélations qu'il traversait. Devenait un corps de saint, un corps stigmatisé. La gorge aussi donnait l'impression qu'elle ne parviendrait pas au bout d'un message qu'il avait à délivrer. Quelle meilleure preuve de bonne foi, pensait Karl Alexander von Müller, en expert. Comment avez-vous convaincre qu'on a raison sans montrer qu'on est en train de mourir pour sa vérité? L'orateur avait quelque chose de martyr. Il brûlait. Il se consumait pour témoigner. Et pourtant, il y avait une énergie contenue, fusante, crépitante qui irradiait de lui. Il semblait même que cette énergie augmentait au fur et à mesure qu'il parlait. Puis cette énergie se transmettait à l'assistance. Karl Alexander von Müller se surprit à approuver l'homme en même temps que les autres. Il riait intérieurement. Voici un véritable orateur populaire. Puis il subit la contagion. Perdit sa distance critique et se mit à opiner de la tête à chaque fois que l'homme martelait une nouvelle pensée. L'ensemble formait une virulente diatribe contre les Juifs que l'homme détestait, qui accusait de tous les maux qu'il voulait éliminer de l'Allemagne. Une idée séduisait Alexander von Müller. Nostalgiaire assurait que de son antisémitisme tout récent ne se fondait pas sur l'émotion, mais sur les faits. Du coup, il distinguait un antisémitisme affectif que conduit aux pogroms et aux autres violences inefficaces, et son antisémitisme à lui, l'antisémitisme rationnel, qui visait à éradiquer les Juifs du territoire allemand. Avec lui, on se sentait autorisé à être antisémite. Cela devenait une attitude objective, scientifique, moderne. Soudain, Karl Alexander von Müller s'ébrouait pour éloigner ses idées de lui. C'était absurde. L'homme annonçait en fait quelque chose de pire qu'un pogrom. Il lançait un appel à une violence inimaginable, et même lui, Karl Alexander von Müller, professeur de l'université, avait failli se faire piéger par sa rhétorique. Décidément, cet homme est remarquable.
Il courut au bureau directoral, ramena le capitaine Maher dans la salle et lui fit citer à la scène. « Formidable! Vous avez raison! » ronronna Maher. « Qui est-ce? » dit Muller. « Le caporal Hitler, du régiment liste. » Maher, en connaisseur, admirait le travail, les yeux mi-clos, un gros chat satisfait. « Il a tout, une gueule, la véhémence, nous allons l'utiliser. » Alors que le groupe se dissipait, il allait retrouver le caporal Hitler. « Vous êtes un orateur né, dit Maher. « Moi? Mais... » Hitler faillit protester, rappeler qu'il n'avait plus jamais été capable de parler en public, puis il se retint, se souvenant au dernier moment que sa pitance dépendait de son engagement. « Bravo !» ajouta Karl Alexander von Müller. « Maîtrise du discours, rupture de rythme, échauffement, fougue, partage des émotions. Vous avez déjà un métier extraordinaire. » Hitler faillit encore se récrier en précisant qu'il était juste intervenu spontanément lorsqu'un des élèves, à la sortie du cours, avait pris la défense d'un juif et que ça, non, ne pouvait pas le supporter. Nous engageons comme officier d'instructeur pour éduquer moralement l'armée. Vous commencez la semaine prochaine. Félicitations. Félicitations. Ils se serrent la main et s'éloignèrent. Hitler les garda partir, le cœur battant. Ainsi, il avait finalement raison. Il avait toujours pensé qu'il savait parler, qu'il pouvait faire partager ses convictions aux foules, mais quelque chose, jusqu'ici, l'avait empêché d'accéder à lui-même. Quelque chose le grippait, le retenait, le rendait ridicule et peu convaincant. Aujourd'hui, la résistance avait sauté. Il avait exprimé son horreur des Juifs et sa soif de vengeance après cette défaite humiliante. Aujourd'hui, il avait été enfin devenu l'homme qu'il pensait être. L'âme lui avait donné le don de l'éloquence. Et c'est la fin. Je vais faire du vélo avec un ami. Bye bye.